Alors, rebonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne heure du midi. Il fait beau, il fait chaud. On en profite pour sortir un peu. Alors, on continue cette journée de réflexion dans la même veine là, que plus tôt ce midi, donc la destruction créatrice. Cette fois-ci, on va l'aborder d'un point de vue plus théorique. Qu'est-ce que c'est la destruction créatrice? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Christian King, qui est professeur adjoint du département de management de l'Université Laval. Alors, Dr. King, la parole est à vous et tout le monde. Bonne conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme à l'habitude, et je vais pouvoir les poser lors de la période de questions. Bonne conférence. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Sinon, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à la regroupement des jeunes chambres de commerce de m'avoir invité. C'est vraiment un sujet très, très intéressant. Donc, et je pense aussi que c'est un sujet que, pardon, on avait un petit problème avec la présentation. Je pense que maintenant, ça marche. Oui, mais il y a toujours un petit problème avec la technologie. Donc, on va résoudre ça dans 2 secondes. OK. Donc, je recommence. Merci beaucoup au regroupement des jeunes chambres de commerce pour m'avoir invité. Je suis très content d'être ici, surtout parce que les sujets du forum économique de la relève d'affaires, c'est quelque chose qu'on va voir. C'est très important pour le futur du pays, du Québec et du Canada. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir beaucoup dans les prochaines 2, 3, 4 années. Donc, un peu l'agenda pour aujourd'hui, c'est de parler de la destruction créatrice. Ça va être surtout une présentation un peu théorique, mais à la fin, on va voir des exemples. Donc, on va parler un peu de la définition, qu'est-ce que c'est. On va parler évidemment des innovations, des cycles économiques et des rôles des politiques publiques. Et après, 2 exemples d'aujourd'hui, l'industrie aérienne au Canada, quelque chose qu'on a eu beaucoup de nouvelles pendant les dernières semaines, et quelque chose sur le streaming works. Oui, on va parler un peu de Netflix, de cette industrie-là, quelque chose qu'on utilise beaucoup pendant la pandémie. Donc, qu'est-ce que c'est la destruction créative? Mais on va simplement voir la définition. C'est le processus continuel à l'œuvre dans les économies et qui voit se produire simultanément la disparition des secteurs d'activité économique conjoints à la création de nouvelles activités économiques. Donc, quels sont les mots ou concepts clés ici? C'est un processus continuel. On ne peut pas lutter contre la création, la destruction créatrice. Pourquoi? Parce qu'on est, et surtout dans les dernières 30, 40 ans, il y a toujours des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles technologies. Donc, c'est quelque chose qu'on doit être habitué. Oui, c'est très facile de dire, mais quand même, il y a un impact très profond dans la manière dont notre économie produisent les biens et les services. L'autre concept clé, la disparition des secteurs d'activité. Oui, ça, c'est la partie de destruction, évidemment. Et l'autre partie, c'est la création. D'accord? Donc, ça a l'air d'être un peu, comment est-ce que je peux dire ça, un peu mauvais pour les économies, mais c'est quelque chose que vraiment, on doit s'adapter aux gens. Mais par contre, je voudrais être vraiment très clair dans ce point de vue-là. Je pense qu'on est assez à l'aise avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux produits, les nouveaux services. Mais par contre, on ne doit jamais oublier qu'il y a des personnes derrière tous les secteurs d'activité. Donc, on est très content qu'on a de nouveaux services, de nouveaux produits, mais par contre, il va y avoir des personnes peut-être qui vont perdre leurs emplois aussi. Donc, c'est des choses qu'on doit toujours avoir bien claires. Derrière toute décision de politique économique, il y a des personnes. D'accord? Niveau fédéral, niveau provincial, etc., etc. Donc, en revenant un peu à la partie de définition. C'est une expression évidemment très associée à Schumpeter. Schumpeter, c'est un économiste autrichien qui est venu aux États-Unis. Il a travaillé à Harvard après la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, ce n'est pas lui la personne qui a vraiment inventé, si vous voulez, l'expression de destruction créatrice. Oui.
L'idée a été inspirée par le philosophe Nietzsche. Je pense que vous avez déjà écouté parler sur cette personne-là. C'est Werner Sombart, un autre économiste et sociologue qui a vraiment, c'est le premier qui a commencé à parler de la destruction créative. Oui, Schumpeter, vraiment, il utilise beaucoup toutes les idées de cet économiste-là, qui est, évidemment, il est moins connu que les autres. Et Schumpeter aussi a beaucoup des idées de Karl Marx. Ouais. Dans le livre où Schumpeter parle beaucoup de la destruction créatrice, ça s'appelle Le capitalisme, socialisme et démocratie, qui a été publié en 1942. Il y a un chapitre dédié à la théorie de Marx. D'accord? Donc, et par contre, ce n'est pas seulement eux qui ont commencé à parler sur ça, non? Theodor Levitt. Theodor Levitt, c'est une auteur très, très connue dans le monde entier sur le marketing. Il utilise beaucoup aussi la destruction créative. Oui? Dans le marketing, a adopté cette idée de destruction créative avec beaucoup plus de plaisir que les autres, si vous voulez, les autres parties de management. Ici, à votre droite, c'est le livre. Oui? Cette version-là, c'est 1947, c'est un peu postérieur, mais c'est à nouveau, c'est la définition de qu'est-ce que c'est la destruction créatrice. Par contre, je voulais seulement faire une petite nuance ici. Ce qui est dans le cercle rouge, so the managing must be seen in its role in the perennial gale of creative destruction. Donc, qu'est-ce que Schumpeter veut nous dire avec ça? C'est que nous, en tant que gestionnaires, on doit être toujours immerse dans ce milieu de destruction créatrice. C'est quelque chose qui est toujours présente. Évidemment, il y a des industries où les innovations, la destruction, la création, c'est beaucoup plus rapide que d'autres. Mais par contre, si on veut parler un peu sur l'histoire, personne il y a 10 ans aurait pensé que l'industrie du taxi allait avoir une révolution comme celle qui a été créée par Uber. Oui? Donc même les industries qui peut-être qui sont beaucoup plus traditionnelles, ils peuvent aussi avoir cette destruction créatrice. Donc, pour Schumpeter, l'innovation c'est porté par l'entrepreneur. Oui? Et maintenant, c'est vraiment une définition large. Qui est l'entrepreneur? Mais ça peut être n'importe qui, vraiment. Oui? C'est la force motrice de la croissance économique sur le long terme. Donc, aucun pays, à nouveau, selon Schumpeter, peut croître dans le long terme s'il n'y a pas une culture d'entrepreneuriat, un esprit d'entrepreneuriat. Schumpeter distingue à l'origine 5 types d'innovation. Ouais. La première, c'est la fabrication des biens nouveaux. D'accord, c'est très, très commun ça. La nouvelle méthode de production, l'ouverture de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, l'utilisation de nouvelles matières primes, oui, et une nouvelle organisation du travail. Donc, ce n'est pas seulement créer un nouveau produit, mais il y a aussi 4 autres façons d'innover. Pensez au vaccin du COVID. Oui, une question ici. C'est où le vaccin de COVID? Donc, quel type de ces 5 types d'innovation tombe? Donc, c'est un peu pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur la pratique. De notre côté, il y a des différents champs sur l'innovation. La commercialisation, les produits, les ressources humaines, l'organisation. Oui, Dell. Pourquoi est-ce que Dell, c'est un monstre aujourd'hui? C'est une compagnie tellement grande. Quelle est la valeur ajoutée de Dell? Quel est le modèle d'affaires de Dell? Ce n'est pas vraiment des nouveaux produits. Ce n'est pas le research and development. Vraiment, la valeur ajoutée de Dell, ça a été un nouveau modèle d'affaires. D'accord? Donc, on voit aussi qu'on peut devenir une très grande entreprise et on ne doit pas nécessairement avoir de nouveaux produits ou de services. Une petite nouvelle ici.
la commercialisation, ça c'est une des phases qu'on a beaucoup de malheur au Québec, au Canada. On est très, très bon comme une startup nation. On a beaucoup de nouvelles entreprises avec beaucoup d'innovation, mais on n'est pas très bon encore sur la commercialisation. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que si on veut avoir plus d'emplois, on peut avoir plus de revenus, on doit être bon aussi à la commercialisation. D'accord? Donc, maintenant, on va parler un peu sur quels sont les différents les nombreux types d'innovation déclenchent des processus. Ouais, et ça, c'est un peu évident. C'est les nouveaux marchés, nouveaux débauchés, nouveaux produits, des nouvelles sources de travail, des matières primes, des nouvelles formes d'organisation, comme on a parlé déjà, des nouvelles méthodes de marketing et de publicité. Oui, ça, c'est quelque chose de très important. On ne doit jamais oublier que, évidemment, c'est important d'avoir un nouveau produit, un nouveau service, mais la commercialisation, c'est très importante. Et aussi, le dernier, les changements législatifs ou la façon que les décideurs politiques peuvent influencer d'une façon ou l'autre les industries. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans quelques minutes. Si vous voyez ici en bas, on a Kodak, oui, et ça, c'est relié à un ordinateur. Et Kodak, c'était une entreprise vraiment très, très importante et toutes les caméras digitales ont tué Kodak. Oui, pourquoi? Parce que même si ces entreprises-là avaient toutes, au moment où Kodak elle était une grosse entreprise, avait beaucoup de research and development, il y avait beaucoup de ressources, le top management team de Kodak n'a pas eu la vision de voir où l'industrie allait, que c'était vraiment les caméras digitales. Et à nouveau, chaque fois qu'on a de la création, on a de la destruction. Parce que si on produit de nouveaux produits ou services qui en théorie sont meilleurs que les autres, ben donc les personnes ne vont pas acheter les autres produits. Donc il va y avoir une destruction. C'est inévitable. Mais par contre, ce n'est pas inévitable de quelque façon de mitiguer les problèmes que cette création va créer dans le reste de l'économie. Donc ça, c'est peut-être une des politiques publiques d'aider à ce secteur de notre économie qui vont avoir des problèmes parce que, par exemple, les nouvelles technologies vont faire changer beaucoup une industrie. Oui. Donc, si on va parler un peu sur le cycle d'innovation, ça c'est quelque chose de vraiment théorique, mais seulement je voulais vous montrer cette diapo-là parce que dans l'économie, on a toujours des cycles de prospérité, on a des récessions et au milieu, on a les slowdowns, qu'on dit en anglais. D'accord? Et à nouveau, c'est quelque chose d'inévitable. Comme gestionnaire, comme citoyen, ce qu'on peut faire, c'est se préparer pour mitiguer les récessions et vraiment investir pour pouvoir ajouter de la valeur quand les choses sont plus positives. Les différents, pendant il y a presque 200 ans, ça c'est si vous voulez, c'est les révolutions industrielles qu'on a eues depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Oui, de water power avec l'Angleterre, la révolution industrielle de l'Angleterre. Après c'est Ford dans les États-Unis, oui, la mass production. Tout ce qui est relié à l'automatisation et les ordinateurs. Et aujourd'hui, on est dans la quatrième. Oui? Et la quatrième, c'est vraiment se base sur tout ce que c'est les données et l'intelligence artificielle. Donc, quelle est la beauté de cette, si vous voulez, quatrième révolution industrielle ou la sixième vague, si vous voulez, depuis le début du XVIIIe siècle, 18e siècle, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies nous aident à créer plus d'innovation. Donc, en anglais, on parle de method of innovation that create a method of innovation. Donc, ce n'est pas seulement un nouveau produit, mais c'est un produit qui aussi foster
aide à la création de nouvelles innovations. Oui? Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et si on veut relier un peu ça à notre réalité d'aujourd'hui, c'est curieux parce qu'il y a, je pense que 2 ou 3 jours, il y avait un article dans un journal, pardon, qui disait que pendant que le reste du monde est en train d'investir de l'argent comme citoyen, comme investisseur privé dans les nouvelles technologies, ici au Canada, c'est le real estate qui est en train de faire une explosion. Donc, le reste du monde est en train d'investir comme investisseur privé dans les nouvelles technologies, les Bitcoin, n'importe quelle nouvelle technologie. Mais ici, c'est vraiment le real estate, oui, le brick, comme on dit en anglais, qui est vraiment très, très hot. Donc, c'est quelque chose à voir. Donc, comme vous voyez ici, il y a toujours une vague et après, il y a, si vous voulez, une vague et après une décroissance. Pourquoi cette décroissance-là? Ça veut dire que des nouvelles technologies sont plus efficaces et rentables, donc les vieilles technologies, les vieilles produits sont plus utilisés. Donc, ça c'est un peu pour voir les différentes vagues qu'on a eues. Évidemment, on est dans la dernière là, et je pense que cette là va être vraiment beaucoup plus... On va voir des changements dans notre industrie à une vitesse incroyable. Pour revenir un peu de la partie théorique, un peu à ce qu'on peut vivre le jour à jour, cette diapo ici, c'est de Gartner, c'est une agence de consultation très bonne et reliée sur tout ce que c'est les technologies. Et vous voyez là, cette courbe-là, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est vraiment la courbe que suit presque toutes les innovations. Il y a un trigger. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle technologie, un nouvel produit, service? Oui. Après, c'est les expectatives. Oh, on pense c'est le big pot. Oui, c'est vraiment quelque chose où on va faire beaucoup d'argent. Ça va changer la façon de travailler. C'est la vaccine du COVID. Ça va nous permettre d'avoir une vie un peu plus normale au moins. Oui, donc on a toutes ces expectatives-là. Après, oups, pas tout était aussi bon qu'on pensait. Donc, c'est un peu un peu revenir à la réalité, si vous voulez. Oui, mais parce que on pense beaucoup que l'être humain, c'est un animal rationnel, et ce n'est pas vrai. Oui, on a beaucoup d'irrationalité. Donc, on peut être vraiment très content et après, on va avoir un pic négatif des émotions. Et après, ici, c'est le slow point of alignment. Donc, ici, on revient plus à la réalité. On dit, oh, mais ce produit-là, cette technologie-là, oui, il avait eu des problèmes. On a solutionné ces problèmes-là. Donc, on va pouvoir la commercialiser, il va pouvoir être distribué dans le monde. Oui, et ici, vous voyez qu'il y a des produits comme les biotech, d'accord, l'intelligence artificielle, le driverless car, donc c'est des technologies qu'on écoute beaucoup, de 5G, d'accord. Donc, comme vous voyez, c'est toutes des nouvelles technologies qui suivent cette curve-là. Donc, je pense que c'est suffisant sur l'innovation. On va parler un peu sur les politiques publiques. Qu'est-ce que c'est une politique publique? Mais c'est l'intervention d'une autorité investie de puissance publique et gouvernementale sur le domaine spécifique de la société ou du terrain. Donc, toute cette définition, c'est pour dire que c'est le gouvernement provincial, fédéral, même la ville, qui établit les règles du jeu. D'accord? Et comment est-ce que le gouvernement établit les règles des jeux? Comment est-ce qu'on crée ces politiques publiques? Mais évidemment, c'est un mix. Ouais? C'est un mix de les valeurs de la société, de notre éthique, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on pense c'est bien ou mal? Évidemment, c'est des politiques, parce que les politiques publiques sont faites par les politiciens. Et il y a pas mal de données qui, en théorie, devraient parvenir de la science. Ouais. À nouveau, on écoute beaucoup aujourd'hui en train de parler que les premiers ministres fédéraux, provinciaux, ils nous disent qu'ils prennent des décisions basées dans la science. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai que c'est basé dans la science, mais c'est aussi vrai que
les politiques publiques sont aussi basées dans les valeurs qu'on a ici au Québec, et aussi c'est quelque chose de politique. N'oubliez pas que à niveau provincial, fédéral, à niveau de tout, n'importe quel type de gouvernement, les techniciens, les économistes, les docteurs, les ingénieurs donnent des recommandations au ministre, mais après, c'est une décision politique. D'accord? Et pour approfondir dans ce point-là, c'est comme ça que les politiques publiques un peu sont pensées aujourd'hui. La partie gauche, pardon, en rouge, c'est comment penser il y a quelques années. Ouais? On a le problème, c'est un problème complexe, on cherche une résolution. Si vous voulez, ce n'est pas trop clair dans les diapos, mais la figure qu'il y a derrière, c'est un iceberg. D'accord? Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qui est à la gauche, pardon, à la droite, en bleu. On a un problème et les problèmes sont de plus en plus complexes aujourd'hui. D'accord? Des problèmes complexes, mais c'est pas seulement, on ne veut pas seulement résoudre le problème, mais aussi on veut, comme c'est écrit là, on veut apprendre sur le problème pour savoir quelles sont les vraies causes du problème. Et après, on a plusieurs solutions, petites solutions. On ne peut pas tout résoudre en même temps parce que c'est des problèmes très généraux. Le changement climatique, par exemple. Oui, on doit diviser les problèmes. Le plastique, la pollution sonore, la pollution gazeuse, etc., etc. Et après, on a une solution structurelle, une grosse solution. Mais on ne peut pas avoir cette solution-là si on ne divise pas le gros problème en des problèmes un peu plus qu'on peut attaquer, si vous voulez. Oui. Donc, politique publique. Je vous ai dit que c'est une décision évidemment très politique. Non? C'est des organismes politiques. Donc, tout d'abord, on doit identifier quel est le problème. Oui. Et ça peut avoir l'air d'être trivial, mais si on fait une fausse identification du problème, donc toute la solution, ça va être une perte de temps et de ressources. Donc, c'est vraiment très important d'identifier le problème. Après, c'est les techniciens qui ont une solution optimale. Mais il va aller aux politiciens, aux ministres. D'accord? Et c'est la recommandation politique publique. Et après, on doit aller au Parlement. Et il y a toute la discussion dans une démocratie et finalement, on a la politique qu'on va mettre en place. Et après, on a les conséquences. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Donc, évidemment, une bonne politique publique, c'est celle où le problème identifié est résolu par les conséquences de la politique mise en place. Oui? Au Canada, c'est ça un peu ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment comme on le fait ici dans notre pays. Oui? On a les chercheurs. Les chercheurs peuvent être des entreprises, les universités, le gouvernement, etc. On fait de la recherche, en développement, démonstration, déploiement et après la diffusion. Comme je vous avais dit, les derniers pas, c'est là où on n'est pas encore très bon. Pourquoi est-ce que je vous montre ces diapos-là? Parce qu'ici, vous avez les politiques de pression qui favorisent des nouvelles idées et les politiques d'attraction. Donc ça, c'est où les politiques publiques vraiment ont une influence très grande sur l'industrie, sur nous, sur vous, sur les futurs entrepreneurs ou même les entreprises qui sont déjà bien établies. Donc, si on avance un peu, si vous voyez ici, donc ça c'est où toutes les agences provinciales et fédérales interviennent pour nous donner de l'argent de subvention. Oui, évidemment, c'est ça c'est des impôts. C'est très simple. Oui, c'est de l'argent de toute la société qui va être investi dans certaines industries parce que le gouvernement qui a été élu par nous, donc par nous, en pensant que cette politique publique, c'est importante. Et si vous voyez ici, les politiques de pression, c'est tout le soutien à la recherche, par exemple,
Ici, en vert, c'est les politiques d'attraction. Ça, c'est l'investissement dans l'infrastructure, soit physique, soit virtuelle, le carbone, tarification du carbone, etc., etc. Donc, pour aller un peu plus vite, la dernière diapo sur politique publique, à ma gauche, Current Policy Model, ça c'est un peu le modèle, le vieux modèle. Et malheureusement, je pense qu'on l'utilise encore beaucoup. Et à droite, Design for Policy, ça c'est ce qu'on devrait faire. Donc la première, c'est la résistance à la complexité. Oui. Et oui, on sait que les problèmes sont complexes. Il n'y a rien de nouveau là. De orientation problématique à réactive à être plus proactive. En toute honnêteté, ici, c'est difficile pour le gouvernement, à n'importe quel niveau, d'être vraiment très, très proactif. Pourquoi? Parce que les technologies changent tellement vite que changer la régulation, par exemple, sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas facile. Mais toujours, c'est mieux d'être proactif. L'autre chose très importante, ce n'est pas le système qui est important, c'est nous, c'est les citoyens. Oui? On ne peut pas tout faire. On doit faire des alliances. Stewardship. Qu'est-ce que c'est stewardship? C'est une façon éthique d'utiliser nos ressources d'une façon éthique, durable et à long terme. Oui? Je pense que tout le monde est assez conscient sur le problème du changement climatique, donc on ne doit pas vraiment... ça, c'est très connu. Et c'est impact emphasis. Donc, quel est l'impact dans la société? D'accord? Donc, on a 4 minutes selon mon horloge. Donc, les deux exemples que je voulais vous dire brièvement. Ben, la première, c'est l'industrie aérienne. Oui? Il y a beaucoup de nouvelles sur là. La première diapo ici, ça vous montre quels sont les pays ou les gouvernements qui ont soutenu les compagnies aériennes. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'entre eux. 57 pays ont aidé au gouvernement et presque 160 milliards de dollars ont été donnés aux compagnies aériennes dans ces 57 pays. Hein? Laissez-moi aller un peu plus vite ici. Donc, ça, c'est la réalité aujourd'hui au Canada. Oui? Donc, les compagnies aériennes ont presque tous leurs avions par terre. Et si on a les avions par terre, on est en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Bien, évidemment, c'est par la COVID. Oui? Et ça, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, parce qu'on a la COVID, on a encore moins de voyages. Et on a vu les nouvelles la semaine dernière qu'on ne peut plus voyager. Les voyages internationaux sont très difficiles. La France a aussi interdit les voyages internationaux, la même chose que le Portugal, par exemple. Donc, pourquoi est-ce que je parle de cette industrie-là? Parce que vraiment, cette industrie est très importante. C'est plus entre 3 et 3,2% du PBI du Canada. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est 12 milliards de dollars pour les caisses fédérales et provinciales et c'est plus de 7 milliards de dollars en taxes. Donc, ce n'est pas négligeable. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement cette personne ce n'est pas seulement les pilotes des avions. Oui, c'est les personnes, les restaurateurs qui vendent de la bouffe pour les voyages. Oui, c'est les mécaniques, les mécaniciennes. Il y a vraiment une chaîne de valeur très, très grande derrière cette industrie. Presque plus de 600 000 emplois, directs et indirects. D'accord? Et dans le monde, à nouveau, c'est très important. Oui. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Le cas de TUI, c'est une entreprise allemande de l'Allemagne. Il a reçu déjà 3 paquets d'aide. Ouais. Ici au Canada, les entreprises, les compagnies aériennes n'ont encore pas reçu d'aide directe sectorielle. Ouais. Aux États-Unis, les États-Unis a déjà alloqué 25 milliards de dollars. Donc, United, la plus grande, va avoir presque 6 milliards de dollars d'aide. D'accord? Et pourquoi ça c'est important? Parce que les entreprises canadiennes sont en train de concurrencer contre cette entreprise internationale. Donc, entre-temps, au Canada, on a eu plusieurs ça c'est seulement quelques nouvelles. Par exemple, la première ici,
c'est pas incroyable, c'est une façon c'est très difficile, hein, à faire les politiques publiques, mais il y a eu des compagnies aériennes étrangères qui sont bénéficiées des subventions que le gouvernement canadien a données, même si même si ces mêmes compagnies ont reçu des subventions dans leur pays. D'accord? Euh, il y a plein de nouvelles que on sait déjà que les compagnies aériennes sont en train d'avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, qui ont perdu leurs emplois. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, le sujet plus grand, c'est le futur de l'industrie aérienne du Canada. Ouais. Mais par contre, c'est vrai aussi que le Canada ou le gouvernement fédéral a donné presque 1,5 milliard de dollars pour les subventions d'emploi aux entreprises aériennes, aux compagnies aériennes. D'accord? Mais c'est vrai aussi que c'est une subvention partielle. Donc, si vous devez payer, je pense que c'est à peu près 15-20%, 25%, pardon. Donc, le gouvernement paye 75%. Mais encore, si vous êtes en perte, vous êtes en train vous n'avez pas de revenus, comment est-ce que vous allez payer ce 25%? Donc, ça, c'est des choses à discuter. Donc, j'avais plein de questions, mais on n'a pas le temps. Mais je pense que du point de vue de politique publique, la question la plus importante, c'est est-ce qu'on va aider? Est-ce qu'on doit aider aux compagnies aériennes? Oui ou non? C'est un débat ouvert. Quelle est la forme plus efficace et rentable? Parce que ça, c'est des impôts, c'est nos impôts. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça pour être sûr qu'on va avoir le meilleur impact? Est-ce qu'on a besoin de 4 compagnies au Canada? À voir. D'accord? Donc, à nouveau, toutes des questions à se poser. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile. Mais par contre, on est dans une économie globalisée. D'accord? Donc, si on a notre voisin du Sud qui a donné presque 25 milliards de dollars en aide, les Français, la France, l'Allemagne, 57 pays ont donné presque 250 milliards de dollars, ben, nos compagnies, les compagnies canadiennes sont très mal positionnées parce que c'est pas fair, comme est-ce qu'on dit. Oui? Parce que les autres compagnies ont d'aide que les compagnies locales n'ont pas reçues. Mais à nouveau, c'est quelque chose à parler. C'est des décisions que, comme société, on doit prendre. Mais par contre, on n'a pas tout le temps du monde. D'accord? En tant que gestionnaire, vous savez très bien qu'on ne peut pas vivre sans revenu pour toujours. Oui? Beaucoup plus intéressant, Netflix, Apple TV, oui? On aime ces services-là. Donc, à nouveau, ça c'est une industrie qu'il y a 5-6 ans, il était très embryonnaire, très petite. Et il y a 1 an et demi, Walt Disney a acheté Century Fox. Il a dépensé presque 70 milliards de dollars pour changer son modèle d'affaires, pour pour gagner du terrain dans le streaming. Ça, c'est le type d'investissement qu'on doit faire si on veut être dans les top 5 de cette industrie-là. Dernière 2 minutes. Donc, cette industrie-là, first mover, oui, on avait Netflix. C'était la première. Je vous recommande honnêtement de voir en YouTube les entretiens au CEO et ce qui a fondé Netflix. C'est vraiment très intéressant. Après, on a les géants, les Disney, Warner Media, qui ont été forcés à investir 70 milliards de dollars comme un Disney pour ne pas perdre le marché, pour ne pas mourir, pour ne pas disparaître. Ouais. Mais ce n'est pas fini là. Après, on a toutes les compagnies de câbles. Oui, et sont vraiment très grandes. Comscat, Charter Communication. Eux aussi ont de l'offre sur cette industrie-là. Et après, c'est Apple, with Apple TV, Amazon, Google, des géants. Donc, dans ce type d'industrie, on ne parle pas de millions de dollars, on parle des milliards de dollars, si on veut vraiment être à ce niveau-là. Connected TV Leaders, ouais. Et évidemment, on a des social media, sur YouTube, etc., etc. Donc, c'est vraiment une industrie très compétitive. Et
à nouveau, on est dans ce milieu global. On a Tencent chinoise, on a Bilibili, et je suis sûr que dans le futur prochain, il va y avoir plus de compagnies indiennes, chinoises qui vont vraiment attaquer cette industrie-là. Et pour finir, je vous avais dit qu'il y a des technologies qui servent pour développer des nouvelles technologies. 5G, l'Internet, c'est un des cas. Sans l'Internet, sans 5G, ben, cette industrie-là, presque, il ne pourrait pas exister. Donc, ça, c'est vraiment toute ma présentation. Donc, si vous avez des questions, ben, moi, je suis heureux de répondre. Et une fois de plus, merci beaucoup au regroupement des chambres de commerce. C'était vraiment très, très gentil. Et je pense que vous faites un travail merveilleux. C'est des sujets vraiment très, très importants pour nous, pour toute la société et pour le Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. King. C'était vraiment très intéressant là, d'avoir le point de vue un peu d'où ça vient, cette destruction créatrice-là. C'est quoi vraiment la base là, de cette notion qui est très économique, mais c'est un phénomène qui arrive là, vraiment beaucoup là, en temps de crise. J'ai une question du public à vous poser. Donc, laissez-moi voir quelle est la question la plus pertinente. Alors, on parlait beaucoup d'aide du gouvernement, de subventions et tout ça. Selon vous, est-ce que l'avenir économique du Québec particulièrement passe par moins de protectionnisme ou plus ou égal? Qu'en pensez-vous? Je pense que là, il y a deux manières de répondre. Au long terme, je suis convaincu qu'il y a moins de protectionnisme. Au court terme, on voit déjà, par exemple, l'Union européenne qui est vraiment en train de, surtout avec les vaccins contre la COVID, ils sont en train de devenir plus protectionnistes, d'accord? Et donc, même si la tendance générale, ça devrait être à moins de protectionnisme, plus d'ouverture mondiale, je pense que c'est aussi intéressant de protéger quelques industries pour leur donner le temps, les ressources de devenir assez intéressantes et assez fortes pour pouvoir concurrencer contre les entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes ou américaines. Donc, c'est vraiment cas à cas. Mais à long terme, je suis convaincu que ça doit être moins protectionnisme. Et c'est une très bonne question parce que moi, j'écoutais beaucoup quand on parle d'acheter local. Ouais? Oui. Donc, la première question qui ça me vient à la tête, c'est, je pense que tout le monde aime l'huile d'olive. D'accord? Mais si on achète local, on ne va pas avoir l'huile d'olive. Tout le monde aime avoir un avocado ou quelques fruits comme ça, non? Mais si on achète local, ça va être des pommes au printemps, l'été, et c'est fini. Donc, le sel, on ne produit pas du sel au Canada, au Québec. Donc, mon point, c'est un peu extrême, mais on doit être très prudent quand on parle d'acheter local comme politique publique. Donc, l'ouverture, c'est prouvé que l'ouverture, c'est comme ça que les pays, vraiment, il y a une croissance à long terme. Oui, je comprends bien dans ce cas que c'est justement une question de cas par cas puis qu'il n'y a pas de one size fits all finalement. Ça devient d'autant plus compliqué, j'imagine, pour les gouvernements un peu de prendre ces décisions-là. Parlant un peu d'industrie, lesquelles, selon vous, devraient être plus justement subventionnées, plus protégées et lesquelles devraient peut-être juste l'être moins? Oh, ça, c'est une question bien, bien difficile. Mais c'est une analyse qu'on doit faire. C'est vraiment comme pays, non? Parce que comme pays, comme Provence, où est-ce qu'on pense qu'on a les meilleures opportunités pour être les meilleurs dans le monde? Oui, ici au Québec, surtout, on a un pôle assez intéressant de l'intelligence artificielle, gaming, les nouvelles technologies. Je pense que ça c'est très intéressant d'appuyer ce type d'industrie-là. Pourquoi? Parce que tous les nouveaux produits, toutes les nouvelles technologies dans le futur, ça va dépendre
deux, au moins, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, le big data, les nouvelles technologies. Donc, ce n'est pas seulement des technologies per se, mais c'est aussi des technologies qui peuvent être utilisées pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles technologies. Donc, je pense que tout ce que c'est numérique et ce qu'on appelle en anglais knowledge intensive, ça devrait être vraiment, pas nécessairement protégé, mais on devrait vraiment comment est-ce qu'on dit ça? Foster them. On devrait vraiment les faire, Fleurir. ouais, donner la possibilité que cette industrie-là vraiment germine, si vous voulez, parce ils vont être le futur des économies. Même la Chine, on voit aujourd'hui, ben, si on prend la Chine était 15 ans, il y a 15 ans, c'était exportateur. Aujourd'hui, la Chine, en tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, est au même niveau, ou presque au même niveau que les États-Unis. Et il est plus avancé que l'Europe. Oui, c'est Donc, ça. c'est entre la Chine et les États-Unis. Le reste du monde, c'est un côté ou l'autre. On est comme des spectateurs. Donc, ça, c'est très dangereux pour un pays comme le Canada, non? Oui, Du point de vue économique, je ne parle pas de vue politique, mais économique pour les entreprises canadiennes, on ne veut pas être dans ce. On veut avoir une certaine indépendance pour pouvoir choisir. oui, je comprends. Ben, merci pour la réponse étoffée. Je comprends que c'est pas, c'est ça, il n'y a pas de réponse encore là qui est universelle, puis ça dépend de tellement de facteurs, mais on apprécie votre input certainement. J'ai une question donc de Sébastien Morin. Euh, Peut-on associer la destruction créatrice et la technologie de rupture? Est-ce que ce sont des synonymes, premièrement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la technologie de rupture? Euh, mais on peut dire que la technologie de ce type provoque de la destruction, mais aussi c'est un outil pour créer ou pour détruire. D'accord? Si on a une technologie X nouvelle qui vraiment qui révolutionne des industries, donc évidemment, ça va aider à créer des nouveaux emplois, même des nouvelles industries, des nouveaux emplois, des nouvelles carrières, euh, des nouveaux produits, mais aussi il va détruire les industries qui étaient basées dans la vieille technologie. Donc, ça, c'est une façon de voir la technologie. C'est un type de technologie, si vous voulez, qui va avoir un gros impact dans la création et destruction. Parce qu'il y a différents types d'innovations. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé sur ça, mais il y a des innovations radicales, nouveaux, totalement nouvelles, comme, comment est-ce que je peux dire, l'Internet dans ce moment. Oui. Et après, il y a de petites innovations qui sont graduelles. Les graduelles, c'est intéressant, mais ce n'est pas celles qui vont faire une destruction ou création massive. Mais par contre, l'intelligence artificielle, mais je suis sûr que d'ici à 3 ans, il va vraiment changer la façon qu'on fait tout. Ouais. Merci pour la réponse. Je suis sûre que le participant va apprécier. Peut-être une dernière question, Mhm. alors, de Francis Lina-Grenier. Comment estimer, comment on peut voir quand un service, un produit va faire l'objet d'une destruction créatrice, là? Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Hmm. Euh, ben la question, une réponse courte à ça, c'est non. Mais par contre, parce que malheureusement, pas tout le monde est un Jeff Bezos ou un Elon Musk qui est vraiment, ou un Steve Jobs, qui vraiment, ils connaissent, ils ont une finesse sur le marché, sur ce qu'on veut, ils peuvent vraiment interpréter et même prédire les nouveaux produits et services. D'accord? Oui. Mais par contre, je vais vous dire que ça prend beaucoup de temps. Oui, les grosses entreprises, et beaucoup de temps et beaucoup d'argent, les nouvelles entreprises, les grosses entreprises, les Google du monde, ils investissent des millions, des milliards de dollars euh, à voir quelles sont les nouvelles technologies dans le monde, voir quel est le cycle de vie des produits, d'accord? Et ils sont toujours un pas blind, d'accord? Les entreprises qui sont vraiment bonnes à ça sont les entreprises qui, elles-mêmes, tuent leurs produits. Ouais.
on avait, je sais pas, Apple, c'est le meilleur exemple. Oui, il y a toujours un autre iPhone qui Ouais. vient tuer la version précédente. Ok, je ne veux pas entrer dans la partie que Apple faisait un peu, il jouait un peu avec les software, les logiciels pour les devenir obsolètes, mais il y avait toujours un nouveau produit qui était meilleur que le précédent. Donc ça, c'est pour ça que Apple, c'était la première compagnie qui est évaluée en un trillion de dollars, non? C'est la première compagnie au monde. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que presque tous les analystes Wall Street et financiers du monde sont en train de chercher quelle est la nouvelle technologie pour investir là. Euh, et même, et même les entreprises, les biotech surtout, tout ce que les Google sont en train d'investir des milliards de dollars. Et peut-être, mais on voit ça beaucoup, on investit pendant 5-10 ans et après, il y a une autre compagnie brésilienne, je parle de chinoise, indienne, qui, qui vient avec un produit au marché 3 mois avant que nous. Qu'est-ce qu'on fait? Mais OK, ça c'est... Bref, j'aimerais avoir une réponse. Et si j'aurais la réponse à cette question-là, je serais en train d'investir de l'argent sur ça, mais c'est vraiment très, très difficile. Ouais. Même les personnes qui sont dans les hautes technologies, les nouvelles technologies, c'est un bet, c'est un pari. On ne sait pas vraiment jusqu'à que cette technologie vont marcher, si on va avoir des succès ou non. Mhm. Oui, je comprends tout à fait. Ça reste quelque chose qui est très imprévisible, même si on a tous Mhm. les outils et toutes les informations du monde. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver là, sur la planète et venir tout chambouler. Ben, là-dessus, je pense qu'on peut conclure. Dr. King, merci énormément pour votre masterclass aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis je pense que la destruction créatrice, là, c'est définitivement quelque chose qui est plus clair là, pour tous les participants aujourd'hui. Alors, merci à vous. Puis, tout le monde, je vous donne rendez-vous à 14 heures, donc dans 12 minutes, pour un panel très intéressant et pertinent sur l'identité numérique des citoyens avec des intervenants de haut calibre, ma foi. Alors, à tout de suite. Merci beaucoup. Bye Merci. bye. Au revoir.